tous. Tout d'abord, je veux dire merci aux organisateurs. Je suis vraiment contente d'être là et de vous parler de ce sujet. En fait, cette présentation que je vais faire aujourd'hui fait partie de mon projet en cours sur l'histoire du programme scientifique de l'intelligence artificielle et du machine learning dans l'Union soviétique. Et je vais vous parler d'une perspective particulière de Vladimir Vapnik, mais qui je pense, tout à fait pertinente pour la discussion de ces 2 jours du colloque. Donc, je vais commencer par une bio très très courte, sans entrer dans les détails. Donc, Vladimir Vapnik, il est né en Union soviétique. Après, il obtient en 1958 un diplôme de mathématiques à l'Université d'État d'Ouzbékistan et puis obtient en 1964 un doctorat de statistique à l'Institut des sciences du contrôle à Moscou. Et il faut dire que cet Institut des sciences du contrôle est un endroit tout à fait unique, de très haut prestige intellectuel et scientifique, et qui est un des hauts lieux aussi de la cybernétique et des études liées à l'intelligence artificielle à l'Union soviétique. Donc, ce n'est pas par hasard. Et il travaille, après sa biographie, c'est très facile à raconter, il travaille jusqu'à la fin de l'Union soviétique dans le même institut, avant d'émigrer aux États-Unis en 1990. À la fin du régime soviétique. Et là, aux États-Unis, il est d'abord employé au laboratoire Bell, AT&T, jusqu'en 2001. Il travaille ensuite dans d'autres laboratoires et il est professeur à Columbia. Et en 2014, il rejoint le laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, où il travaille notamment avec Yann LeCun, qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, j'imagine hier. Et donc, juste très très rapidement, quelques contributions majeures de Vladimir Vapnik à la théorie statistique de l'apprentissage machine. Juste pour donner un peu le background, le fond de ces réflexions auxquelles je vais passer par la suite. Donc, il est particulièrement connu tout d'abord par ce qu'on appelle la théorie WC, et notamment la dimension WC, qui est une mesure de capacité d'un algorithme de classification statistique. Le travail qu'il a fait avec Alexei Chervonenkis, toujours à l'Institut des sciences du contrôle, dans les années 60-70. Ensuite, ce travail a donné des bases, a été réutilisé dans la construction ce qu'on connaît comme les SVM, ou des machines à vecteurs de support, dans les années 90. Et ces idées, il a développé et théorisé dans son ouvrage Théorie de l'apprentissage statistique 98. Bon. Et donc, son apport à la théorie statistique de l'apprentissage a été récompensé par la médaille John von Neumann en 2017. Donc, sa contribution, peut-être la plus connue, c'est les SVM, les séparateurs à vaste marge, que vous voyez à peu près ici, et qui repose sur 2 idées clés, donc la notion de marge maximale, la notion de fonction noyau, fonction kernel, qui existait depuis plusieurs décennies avant qu'elle ne soit mise en commun pour construire cette méthode de classification, qui sont les SVM. Et donc, la première idée, l'idée des hyperplans à marge maximale, a été explorée dès 1963 par Vladimir Vapnik et son chef à l'époque, un grand physicien et un grand spécialiste de la théorie du contrôle optimal, Alexandre Lerner. Et l'idée des fonctions noyaux, qui n'est pas nouvelle non plus, mais a été appliquée dans le contexte de l'apprentissage artificiel
aussi par des collègues et un peu des rivaux, en quelque sorte, de Vapnik et Chervoniankis dans le même institut, en 1964, par Eiserman, Braverman et Rosener. Et, ce qu'il faut peut-être souligner ici, sans rentrer trop dans le détail technique, c'est que les SVM, par contraste, par exemple, avec d'autres approches statistiques comme des réseaux de neurones, ce n'est pas pensé tout à fait comme une approche empirique, mais plutôt comme un problème mathématique, justement. Donc, c'est important de souligner parce que ça expliquera ce qui vient par la suite, un peu le style de pensée particulier propre à Vapnik. Et donc, après les SVM, qui sont une solution au problème, une des solutions, une des méthodes de classification statistique, qui est utilisée dans de nombreux domaines, comme vous le savez bien. Mais donc Vapnik, il n'en reste pas entièrement satisfait. Et en 2014, une occasion d'une interview qu'elle a accordée à learningtheory.org, il dit qu'il croit que l'apprentissage vient tout juste de commencer. Parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était une sorte de statistique classique connue depuis longue date. Et que maintenant, donc c'est dans les années 2010, c'est bien le moment où il faut penser, où il faut travailler à élaborer, à imaginer de nouvelles philosophies, et il utilise ce mot, philosophie, qui vont au-delà de ces modèles statistiques classiques. Et là, peut-être je vais un peu continuer avec sa citation qui va vous donner son idée de manière un peu plus approfondie. Je continue en anglais. The problem of machine learning is very wide. It includes technical aspects as well as philosophical aspects. It is also a unification of humanities and technicalities. In different periods of my life, I tried to understand different aspects of this problem. Through 60s and 70s, I was interested in the mathematical aspects of this problem. In the 80s, I understood that relation of the pattern recognition problem to problems of classical philosophy of science. In 90s, developing SVM, I was happy to introduce a theoretical line in creating algorithms instead of heuristics. And now, I think, là c'est vraiment le point peut-être essentiel. Now I see in this problem a central point for changing a general paradigm that has existed for many hundreds of years, which separates inductive or scientific inference developed for dealing with a simple world of laboratories from direct and non-inductive and non-scientific inference, which is a tool for dealing with a complex world. C'est cette citation un peu longue et en même temps importante pour comprendre ce qu'il cherche. Là, le programme que se pose Vapnik dans les années 2010, donc il cherche un moyen de dépasser même pas l'opposition entre le qualitatif, qualitatif ou l'induction-déduction, mais entre des solutions à des problèmes simples et des solutions qui sont à des problèmes complexes. Je pense vraiment au problème de la complexité. Et donc, du coup, il cherche un moyen de dépasser cette opposition entre la méthode scientifique, qui est pour lui la méthode empirique, et la connaissance directe du monde, qui est non inductive et non scientifique, qui est nécessaire pour agir dans un monde complexe.
Donc, je pense que vraiment, si j'ai bien compris, si j'ai bien traduit la pensée de Vladimir Vapnik, tel est le problème qui est vraiment au cœur de ses recherches tout au long de sa vie. Maîtriser cette complexité du monde représentée par l'infinité de phénomènes, d'occurrences de phénomènes qui sont représentés par des fonctions et des dimensions mathématiques. Donc, lui, son grand problème à lui, c'est de maîtriser cette diversité infinie des formes du monde et des représentations. Mais là, on vient à un problème un peu plus particulier, qui est le problème de la reconnaissance des chiffres manuscrits. Et donc, le reste de la présentation, des idées développées par Vapnik ces dernières années, concerne, premièrement, une tâche spécifique de la reconnaissance des chiffres manuscrits. Le problème n'est pas nouveau. Il remonte au moins aux années pendant et juste après la Deuxième Guerre mondiale, au début de la mécanisation postale, d'abord avec la société Brandt et par la suite. Là, je n'ai pas le temps de développer cette histoire, mais là, ce que vous voyez sur l'image, c'est en Union soviétique, à partir de l'année 1970, la poste soviétique donc, a introduit un nouveau type d'enveloppe dotée d'une espèce de pochoir que vous voyez pour écrire les chiffres de l'index du destinataire avec des repères, comme ça, que vous pouvez voir, et le modèle, comment il faut écrire bien les chiffres. Et, donc, tout ça dans l'objectif de faciliter le tri automatique des lettres. Et donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'idée d'employer des humains pour donner un petit ou un grand coup de main aux machines, ça n'a pas commencé avec Google ou Facebook. Ça vient, les soviétiques l'ont mis les citoyens à la tâche, qu'il fallait bien être bien discipliné et d'apprendre. Je me souviens quand j'ai été une petite fille à l'école, j'ai eu beaucoup de mal à reproduire ces chiffres. C'est pas évident du tout, en fait. Et je trouve ça qu'il est assez extraordinaire que ce problème continue à être d'actualité encore aujourd'hui, en 2021, alors qu'on est déjà habitué à plein d'applications assez spectaculaires. On est à la veille de la généralisation des voitures autonomes, etc. Et ce problème, quand même, continue à être d'actualité. D'où vient cette difficulté? Là, j'ai essayé de regarder un peu the state of the art dans ce problème aujourd'hui. Je m'appuie ici sur un article très récent, un préprint de 2021, qui compare différentes méthodes de la reconnaissance des chiffres manuscrits. Et donc les auteurs disent, la traduction est la mienne, que dans la reconnaissance des chiffres manuscrits, nous sommes confrontés à de nombreux défis en raison des différents styles d'écriture individuelle, car il ne s'agit pas d'une reconnaissance optique de caractère, qui est déjà un problème bien résolu. Et donc, il continue. La reconnaissance des caractères manuscrits est un domaine de recherche étendu qui inclut des ensembles de données d'apprentissage, comme celui du MNIST, des algorithmes plus ou moins populaires, des méthodes de généralisation, d'extraction de propriétés, etc., etc. Donc, toujours pour ces comparaisons, ce qu'on utilise, c'est l'ensemble des données MNIST américains qui contient 60 000 exemples dans le training set, dans le set d'apprentissage, et 10 000 exemples dans l'ensemble de données pour tester par la suite des modèles entraînés. Et juste par curiosité, hein, je suis allée voir ça. Donc, en fait, on voit bien que avec 99%
90% de réussite pour la reconnaissance des chiffres manuscrits, c'est un résultat assez impressionnant, et on peut dire que c'est peut-être un problème technique résolu, et pourquoi continuer à en parler et continuer à travailler. Et juste une chose, c'est que les auteurs de cette étude ont trouvé que les machines au vecteur de support font la tâche beaucoup plus vite que les autres algorithmes, mais ils ont des problèmes pour classifier des images complexes ou ambiguës, comme ils disent, et que voilà, les ANN et les Convolutional Neural Networks arrivent à résoudre ce problème beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on peut considérer, à partir de là, que ce problème est résolu, même si les chiffres dans le tableau sont assez impressionnants? Je me demande pourtant dans quelle mesure ce résultat est généralisable peut-être à d'autres ensembles de données, peut-être à d'autres styles d'écriture, et que fait-on, par exemple, dans un cas où on ne dispose pas d'un nombre d'exemples suffisamment large? Enfin, il y a quand même encore des questions de ce type qui restent, et des questions aussi plus de l'ordre un peu, disons, plus général, que notamment Vladimir Vapnik se pose en continuant, en pensant que ça vaut le coup de continuer à réfléchir sur ce problème aujourd'hui. Pour Vapnik, cet exemple aussi est une manière de montrer les limites de l'apprentissage inductif. Tout simplement, le problème de l'apprentissage profond, tout simplement, c'est qu'il n'est pas intelligent. Parce que pour Vapnik, il considère que cette méthode nécessite beaucoup trop d'exemples et une très grande puissance de calcul. Et que, en fait, il faudrait, ce que Vapnik, lui, il chercherait, c'est de réussir, de reconnaître des chiffres manuscrits, mais juste à partir de quelques exemples. Parce qu'il pense que de manière plus générale, on sait qu'aujourd'hui, en disposant d'une puissance de calcul inouïe et d'un nombre suffisamment large d'observations ou d'exemples, on peut faire beaucoup de choses, pratiquement tout, mais la question, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et en effet, Vapnik a commencé à réfléchir aux limites de l'approche statistique et inductive de l'apprentissage machine, déjà depuis les années 70, avant même la mise en place des SVM. Et d'abord, elle a cherché à remédier aux limites de l'apprentissage inductif en introduisant d'autres types de logiques, comme la logique transductive, inférence sélective et d'autres. Et ça, c'est le travail qu'il faisait dans les années 70. Et plus récemment, elle en est venue à l'idée plus radicale qu'il faut renoncer à trouver la solution au problème de l'apprentissage purement du côté des mathématiques et des statistiques, en proposant une sorte de méthodologie mixte. Et qu'est-ce qu'une méthodologie mixte? Il faut aller une nouvelle méthodologie qu'elle cherche pour aller au-delà des limites justement de l'approche inductive. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme méthodologie mixte? Il y en a certains qui pensent qu'on peut combiner d'une certaine manière le deep learning avec des formes de symbolique, de l'IA symbolique. Et pour Vapnik, c'est pas une voie intéressante. Et du coup, méthodologie mixte, ça serait, c'est pas juste Vapnik qui commence à penser dans ces termes-là. Je pense que c'est important que même des personnalités qui sont dans l'industrie comme Bengio, qui pense qu'une compréhension du monde est nécessaire pour
construire une intelligence artificielle et pas uniquement la recherche de causalité, mais la compréhension comment marche le monde. En fait, on trouve une approche et une pensée similaire, par exemple, chez Anna Wolosz de Microsoft Research, qui pense qu'il faut construire des modèles théoriques qui nous permettraient de trouver des propriétés ou des caractéristiques nécessaires pour entraîner des modèles, entre autres. Et donc Vapnik, lui, il propose d'introduire des notions un peu de prédicat ou d'invariant, il reste un peu vague sur les définitions, mais qui serait une façon qui permettra de pouvoir réduire le nombre d'exemples ou d'observations suffisant à l'apprentissage artificiel. Donc, il serait nécessaire de définir en amont, et là elle pose le problème en termes mathématiques, un ensemble de fonctions admissibles dans l'espace de Hilbert. Donc, autrement dit, au lieu de partir d'une fonction de forme plus ou moins arbitraire, il faut trouver un moyen d'éliminer toutes les fonctions qui ne servent pas à résoudre la tâche en question. Donc, il propose les concepts de prédicat et d'invariant, qui sont des structures descriptives de sens. Et dans la définition de ces termes, il s'inspire de l'approche de Vladimir Prop, qu'il a proposé dans sa Morphologie du conte en 1928. Et donc Vapnik pense ces prédicats par analogie avec des unités élémentaires théorisées par Prop pour décrire la structure formelle des contes merveilleux russes. Prop, pour aller très vite, distinguait 31 unités élémentaires, qu'elle appelle fonctions, qui couvrent tout l'éventail des actions significatives à l'intérieur des contes. Donc là, vous voyez quelques exemples, je ne vais pas vous donner toutes ces unités élémentaires, mais l'idée est très claire. Et je pense pourquoi ça parle à Vapnik. D'abord parce que Prop fait finalement une chose assez similaire à ce que cherche Vapnik. Il fait une espèce de pattern recognition dans les contes merveilleux. Il cherche des structures qui se répètent, qui sont importantes pour proposer une classification des contes. Et puis aussi Prop, il se réclame explicitement à la fois d'une culture scientifique et littéraire, se référant à Goethe et à Linné à la fois. Donc c'est quelque chose à quoi Vapnik est bien sensible. Et donc, pour revenir au problème de la reconnaissance des chiffres manuscrits, donc Vapnik pense qu'il serait possible de trouver les bons prédicats qui permettraient de différencier les chiffres. Là, elle parle, par exemple, un exemple d'un prédicat qui serait symétrie. Et après, il y a la symétrie verticale, horizontale, sur le plan diagonal. Enfin, si on transmet à une machine cette connaissance, ce concept de symétrie, ça permettra justement d'établir, et pas seulement la symétrie, mais d'autres prédicats, bons prédicats, ça permettra de réduire drastiquement cet espace de fonctions admissibles. Et par ailleurs, pour faire le lien avec une présentation d'aujourd'hui, il parle aussi de Bach, de la musique de Bach. Il pense qu'aussi que, par exemple, les musicologues, des spécialistes de musique, sont tout à fait capables de décrire cette musique avec des prédicats qui ne sont pas une façon de formaliser les choses, pas seulement formaliser, mais surtout de comprendre cette musique, de donner la compréhension de cette musique. Et en fait, maintenant que je n'ai pas le temps pour aller très vite,
Cette tâche de la construction des prédicats, qui sont des structures de sens, ça c'est une tâche essentiellement humaine. Et là, pour construire des prédicats, et ça nous ramène à la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, c'est cette capacité de comprendre le monde, de comprendre la musique de Bach, de comprendre comment sont faits les chiffres, de comprendre le monde. Et c'est ça qui nous permet de former des concepts ou des catégories ou des modèles du monde. Et après, il réfléchit aussi au rôle du superviseur, de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage et en quoi un bon professeur se diffère d'un mauvais professeur. Bon, c'est celui qui nous montre, justement, qui nous permet de comprendre le monde, d'aller vers le sens des choses. Ça, c'est vraiment la tâche c'est le fond de l'essence de l'apprentissage. Et juste pour finir, pour moi qui s'intéresse à la sociologie des sciences et des techniques, une question intéressante est aussi celle de l'encastrement des théories scientifiques, des méthodes scientifiques dans la culture intellectuelle, dans la culture, voire l'idéologie de l'époque. Et en faisant ma recherche, j'ai découvert que cette approche vis-à-vis de l'intelligence qu'on retrouve chez Vapnik est tout à fait une approche dominante de l'intelligence artificielle dans l'Union soviétique, qui, je pense, qui est mon hypothèse, s'est formée sous l'influence de la compréhension marxiste de l'intelligence, qui insiste sur le caractère social de l'intelligence, sur l'intelligence comme une activité créatrice, sur bien d'autres idées. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même à l'époque où la cybernétique a été une approche dominante et une matrice dominante pour ce type de sciences et d'activités à l'Union soviétique, quand même, on trouve cette réticence omniprésente à accorder la propriété de penser à des machines. Bon, je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions en fonction de ce qui vous intéresse dans cette histoire. Merci.